les cérémonies de cinéma. C'est toujours un moment de l'année que j'attends énormément. Faire le bilan, voir quels sont les films qui ont marqué l'année et puis aussi voir tout le beau monde du cinéma réuni, ce sont des moments qui m'apportent autant de joie que de désespoir. Oui, car ce sont des moments où tu peux voir des films que tu adores récompensés, et c'est plutôt rare, mais aussi voir des films dont tu te fous complètement rafler toutes les statuettes. Beaucoup plus commun. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne parler d'aucun des deux, mais plutôt des autres, ceux qui se font oublier. Ils sont trop nombreux malheureusement, et le but aujourd'hui ne sera pas de les énumérer, mais plutôt de se replonger dans les années où ils ont été nommés ou non, et de déterminer si, oui, ils méritaient la récompense. Tout ça nous aidera à tirer quelques conclusions, mais je vous réserve ça pour plus tard. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Crit My Cult. Dans la nuit du 15 au 16 mars prochain aura lieu la 98e cérémonie des Oscars. Waouh, 98, c'est ouf quand même, hein. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la 100e. Comme je vous le disais, c'est toujours un événement que j'attends avec impatience. D'ailleurs, durant la cérémonie, nous serons en live pour la suivre avec vous, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au rendez-vous. Vous vous en doutez, en 98 années, il y a eu un bon nombre de films récompensés, pas tous mémorables d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais surtout, il y a eu une masse de films qui a été oubliée. Et oui, c'est forcé, hein, il n'y a pas de place pour tous les films qui ont couvert une année, c'est logique. Cependant, il y a certains types de films qui en reçoivent beaucoup moins que les autres. Et ça, on va pouvoir le voir à travers le petit exercice qu'on va faire dans cet épisode. Je vous explique le concept. En gros, je vais prendre une petite liste de cinéastes très réputés qui n'ont jamais reçu d'Oscar. Ni pour un de leurs films dans la catégorie meilleur film, ni pour eux-mêmes en tant que réalisateurs ou réalisatrices. Et le petit jeu va être de se replonger dans les années où ils ont sorti de grands films pour voir si, potentiellement, ils méritaient la récompense ou non. Car bon, on peut se dire qu'ils ne sont juste pas tombés les bonnes années, qu'à chaque fois il y avait un meilleur film en face et que c'est juste la faute à pas de chance. Ou bien parfois c'est plus compliqué que ça. Pour introduire rapidement, on peut prendre l'exemple d'un réalisateur qui va sûrement quitter cette liste maudite dans 15 jours, Paul Thomas Anderson. Magnolia qui n'a même pas été nommé dans meilleur film et meilleur réalisateur, Boogie Nights pareil. Il était enfin nommé pour There Will Be Blood qui est considéré comme l'un des meilleurs films du siècle quand même, et là c'est pas la bonne non plus. Mais l'année dernière, il a sorti une bataille après l'autre. Et selon les estimations du fin connaisseur en cérémonie de récompense que vous avez devant vous, je ne vois pas un monde où il repart pas soit avec meilleur réalisateur, soit avec meilleur film. Je suis même assez persuadé qu'il gagnera les deux. En tout cas, je ne l'ai pas mis dans mon panel car je n'avais pas envie que cette vidéo soit périmée au bout de 2 semaines, ce serait con quand même. Surtout que les cinéastes dans cette situation, c'est pas ce qui manque. J'avais l'embarras du choix, mais vous verrez qu'il n'a pas été fait au hasard. Pour débuter, il y a un réalisateur que je ne pouvais pas éviter car il est bien trop emblématique, c'est Alfred Hitchcock. Même si vous n'avez jamais vu un de ses films, vous le connaissez sûrement de nom parce que des classiques, il en a plein. Stop. Coucou, c'est Ben du montage. Alors, juste pour vous dire une chose, parce que j'ai fait une petite erreur, il y a le film Rebecca, donc de Alfred Hitchcock, qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Donc voilà, petite erreur de ma part, mais par contre, ça n'enlève rien à tout ce que je dis dans la vidéo. Vous comprendrez plus tard. Mais du coup, j'ai tout laissé, hein, mais je voulais quand même rétablir la vérité. Rebecca de Alfred Hitchcock a gagné le prix, mais du coup, pas Alfred Hitchcock, parce que les prix sont remis au producteur. Donc voilà, c'était pour faire une petite précision, je vous laisse avec la vidéo. Sueur froide, fenêtre sur cour, la mort aux trousses et plein d'autres. Moi, il y en a 2 sur lesquels j'aimerais revenir et qui n'ont pas du tout à rougir de ceux que j'ai déjà cités. Commençons avec Psychose de 1960. C'est donc aux Oscars de 1961 qu'il était éligible. Et oui, on fait le bilan de l'année précédente, c'est donc toujours les Oscars de l'année qui suit la date de sortie.
Pour ne pas me tromper dans les noms des films et des cinéastes, je les ai sous les yeux, donc c'est un peu normal si je fais de la lecture. Voilà, on va voir tout ça ensemble en direct. Alors, qui a été nommé cette année-là? On a Alamo de John Wayne. Bon, moi j'avoue que je suis pas très western. Elmer Gantry, le charlatan de Richard Brooks. J'ai jamais vu, mais vraiment intéressé. Amant et fils de Jack Cardiff. Ouais, pourquoi pas. Les Horizons sans frontières de Fred Zinnemann, ça a l'air d'être encore une sorte de western. Ah, et le gagnant, c'était La Garçonnière de Billy Wilder. Pour moi, c'est le seul qui pouvait potentiellement faire de l'ombre au grand film qu'est Psychose. Bon, après, ce qu'il faut préciser, c'est que Psychose était même pas nommé dans la catégorie, ce qui est un peu désolant quand on regarde ça aujourd'hui. Par contre, il était nommé en tant que meilleur réalisateur, et là encore, c'est Billy Wilder qui l'a emporté. Alors, je pense que je préfère Psychose, mais c'est clairement pas volé pour Billy Wilder, donc je lui laisse. Du coup, pour cette fois-ci, en effet, Psychose n'a pas eu de chance. Et si on allait voir du côté du film Les Oiseaux cette fois-ci, un film de genre ultra culte. On se retrouve donc à la cérémonie de 1964. Ce film n'a été nommé que pour ses effets visuels. Mais qui était dans les catégories reines du coup? Ah, on a Cléopâtre, la grande fresque de Mankiewicz, La conquête de l'Ouest de John Ford, encore un western, Le Lys des champs de Ralph Nelson, ouais, pas trop intéressé, America de Elia Kazan, je remarque qu'on a rarement des films de moins de 2h30, et le gagnant c'est Tom Jones entre l'alcôve et la potence, et je ne parle pas du chanteur de Sex Bomb. Soyons très honnêtes, je n'en ai vu aucun, mais je pense pas qu'il y en aurait un qui détrônerait Les Oiseaux à mes yeux. Par contre, en meilleur réalisateur, on a quand même Fellini pour 8,5 et aussi Preminger. Mais bon, c'est le réal du chanteur de Sex Bomb qui l'a emporté. Que voulez-vous? Cette fois-ci, désolé, mais ça méritait au moins la nomination, et même de gagner, pourquoi pas en meilleur film. Pour meilleur réal, par contre, Fellini pour 8,5, c'est quand même un très bon concurrent. Avec ces deux exemples, on peut donc déjà constater que c'est pas forcément le film qui est resté le plus mémorable qui l'a remporté à l'époque. C'est pas forcément évident car aujourd'hui on a du recul. Des films parfois un peu boudés à leur époque sont devenus par la suite des films cultes. Et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises à ce niveau-là. Continuons avec un réalisateur qui est considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs de tous les temps, et qui pourtant n'a lui non plus jamais remporté d'Oscar. Je parle bien entendu de Stanley Kubrick. Bon, avec lui, c'est pas facile car on pourrait s'amuser à faire ce petit jeu avec quasiment l'intégralité de sa filmographie. Donc j'ai dû faire des choix, et encore une fois, ils ne sont pas faits au hasard. Commençons avec l'un des films les plus adorés de tes réalisateurs préférés, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et oui, 2001 n'a pas gagné l'Oscar. En même temps, si t'as bien pigé le concept, tu l'avais déjà compris. Et pire, il était même pas nommé dans la catégorie meilleur film. Alors, qui était en concurrence en 1969? À partir de maintenant, je vais plus forcément citer tous les films, sinon on n'a pas fini. Ah, déjà, il y avait Funny Girl de William Wyler, comédie musicale ultra culte avec Barbra Streisand. Elle est révélée à Broadway sur scène avec la comédie musicale, puis au cinéma avec l'adaptation où elle gagne l'Oscar de la meilleure actrice. Franchement, bravo. Par contre, le film n'aura pas l'Oscar du meilleur film parce que c'est une autre comédie musicale qui l'emporte, Oliver de Carol Reed. C'est une adaptation d'Oliver Twist et je dois bien avouer que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, je vois qu'il chope également meilleur réalisateur, là où Kubrick était nommé cette fois-ci. Il ne lui laisse même pas la direction artistique. Après, j'avoue qu'en ayant vu quelques images là, il me donne bien envie maintenant. Bon après, le pauvre 2001 quand même. Au passage, voici quelques films qui n'étaient pas nommés dans ces deux catégories, ça permet un peu de se rendre compte du panel de l'année. Rosemary's Baby de Roman Polanski, oh toi, on va revenir sur toi. La Nuit des Morts Vivants de George Romero, film mythique mais qui est bien trop confidentiel à l'époque pour prétendre à gagner quoi que ce soit. Et The Party de Black Edwards qui n'a eu aucune nomination. Et d'ailleurs, c'est un réalisateur hyper influent de la comédie et il n'a reçu qu'une seule nomination de toute sa carrière, c'était pour le scénario de Victor Victoria. Tiens, je sens venir un petit propos là, mais on verra ça plus tard.
Bon, revenons à Kubrick maintenant. Au départ, je voulais revenir sur Orange Mécanique, mais cette année-là, le gagnant c'est William Friedkin avec French Connection. Et bon, même si personnellement je préfère Orange Mécanique, je comprends tout à fait la victoire de French Connection. Du coup, passons directement aux Oscars de 1981 avec l'un des films les plus emblématiques du réalisateur et qui n'a reçu aucune nomination, Shining. C'est même tout le contraire car il a reçu des nominations pour les Razzies. C'est une cérémonie qui récompense les pires films. Il a été nommé dans la catégorie de la pire actrice pour Shelley Duvall, mais aussi dans la catégorie du pire réalisateur pour Stanley Kubrick, et il l'a gagné. Mais du coup, voyons les films qui étaient en concurrence aux Oscars. Elephant Man de David Lynch, ça c'est du costaud. Raging Bull de Martin Scorsese, ouais bon, en vrai je capte que c'était chaud. Lequel des deux a gagné du coup? Des gens comme les autres de Robert Redford? C'est quoi ce truc? Bon, j'étais prêt à dire que pourquoi pas je comprends la non-nomination, mais là finalement pas du tout. D'autant plus que cette année-là, c'est pas le seul film qui est snobé dans les grosses catégories. On a eu aussi l'Empire contre-attaque et les Blues Brothers. D'ailleurs, petite preuve que le nombre de nominations ne compte pas du tout, car Elephant Man a été nommé 8 fois et il est reparti avec 0 récompense. Pour Kubrick, j'aimerais terminer sur un film qui n'est pas du tout son plus réputé, mais qui est mon préféré, Eyes Wide Shut. En plus, ça va nous permettre de parler d'une sacrée année de films oubliés, les Oscars de l'année 2000. Bon, déjà, Eyes Wide Shut, encore une fois, il est nommé nulle part. C'est honteux! Bon, au niveau de ceux qui sont nommés en meilleur film et meilleur réalisateur, on a quand même des films qui ont marqué, comme La Ligne Verte de Frank Darabont, Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze, et aussi Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Mais cette année-là, le grand gagnant a été American Beauty de Sam Mendes dans les deux catégories. Mais comme je vous le disais, le plus intéressant se trouve dans les films qui n'ont pas été nommés dans ces catégories. On a quand même Matrix des sœurs Wachowski, et encore heureux, il a gagné quelques Oscars techniques. Toy Story 2 qui est quand même un sacré film d'animation. Pire, Tarzan aussi est sorti cette année-là, mais bon, clairement, à l'époque, il n'y avait même pas encore l'Oscar du meilleur film d'animation, donc il n'allait pas être nommé dans la catégorie du meilleur film tout court. D'ailleurs, c'est vraiment pas de chance parce que la catégorie de l'animation a été inventée l'année suivante, en 2001. Il y avait aussi Magnolia de Paul Thomas Anderson dont on parlait au début de la vidéo. D'ailleurs, s'ils avaient nommé Tom Cruise en meilleur acteur pour Eyes Wide Shut, ça aurait fait que Tom Cruise aurait été nommé 2 fois dans la même cérémonie. Sleepy Hollow aussi, que dalle alors qu'on est sur l'un des meilleurs Burton. Et pour finir, Fight Club de David Fincher, mais bon, le film n'a pas du tout été apprécié à sa sortie, donc c'est pas si étonnant malheureusement. C'est quand même fou de se dire qu'un réalisateur comme Stanley Kubrick, qui a été étudié, analysé et acclamé dans le monde entier, n'a jamais reçu un Oscar de la part de l'Académie. Ça nous rappelle tout de même deux choses. D'une, l'Académie est souvent en décalage complet avec le succès d'un film. Et de deux, que quoi qu'il arrive, la durabilité d'un film dans le temps est totalement imprévisible au moment de sa sortie. Mais attends, on a terminé sur Fight Club de Fincher, mais lui non plus, il n'a jamais gagné d'Oscar. Du coup, penchons-nous sur le cas David Fincher. Attends. Comment ça, Fincher, il a jamais gagné d'Oscar? Bah ouais, que ce soit en meilleur film ou meilleur réal, ceux-là, il les a jamais eus. Même pas Benjamin Button? Non. Même pas The Social Network? Nada. Même pas Gone? Aucun, Max. Je suis désolé, mais aucun. Mais pourquoi? Eh bah, c'est ce qu'on va essayer de voir. Déjà, Fight Club, on l'a vu, il n'était même pas nommé et malheureusement pour les fans de Fincher comme Max, c'est vraiment pas le seul. L'Académie des Oscars n'a pas vraiment reconnu le travail de David Fincher avant l'étrange histoire de Benjamin Button. Avant ça, c'est très simple, il n'a eu que 2 nominations. Meilleur montage pour Seven qu'il a perdu face à Apollo 13 de Ron Howard et le meilleur montage sonore pour Fight Club qu'il a perdu face à Matrix. Oh, bah si c'est pour Matrix, tant mieux. Pardon. Ouais, enfin après, les sœurs Wachowski, elles ont jamais été nommées ni en meilleur film, ni en meilleur réal, les pauvres. Mais pourquoi? Pourquoi être aussi corrompu?
Ce qui veut dire aucune nomination pour Alien 3, The Game ou Panic Room, ça à la limite je peux le comprendre, mais par contre ça veut aussi dire aucune nomination pour Zodiac. Ce qui nous amène à l'étrange histoire de Benjamin Button et on va donc pouvoir reprendre notre petit jeu. He gives me the willies. That is not for me. Benjamin, come on. Nous sommes donc lors des Oscars 2009 avec les premières nominations en meilleur film et meilleur réal pour David Fincher. Vous le savez, il ne les a pas gagnés, mais quel film était avec lui du coup? Alors, on avait Harvey Milk de Gus Van Sant, qui a eu quand même un certain impact à ce moment-là. The Reader de Stéphane Daldry, qui s'est fait un peu oublier par la suite, mais qui avait quand même marqué l'année. Frogs Nixon de Ron Howard, et là, premier degré, je n'ai absolument aucun souvenir de ce film, qu'est-ce qu'il fout là? Mais surtout, il y a eu le gagnant dans les deux catégories, Slumdog Millionnaire de Danny Boyle. Un réalisateur sur qui je n'aurais pas misé une pièce sur le fait qu'il gagnerait un Oscar un jour avant qu'il ne fasse ce film, mais là, il a été reçu de manière tellement universelle que quand la cérémonie a eu lieu, ça sonnait comme une évidence. Pas de bol pour Fincher, cette année-là, c'était clairement pas la bonne. D'ailleurs, dans les oubliés de cette même année, on a quand même des films comme Dark Knight ou encore Wall-E. Il y avait aussi Morse de Thomas Alfredson et Cloverfield de Matt Reeves, mais bon, c'était sûr qu'ils allaient pas être nommés, mais ça fait toujours plaisir de les citer. Bon, maintenant on va pouvoir parler d'une cérémonie qui m'a traumatisé. Vraiment, je pense que je garde encore de sérieuses séquelles de ce jour-là, car il y a eu pour moi les pires récompenses, en tout cas les plus scandaleuses jamais remises par l'Académie. Parlons des Oscars de l'année 2011. Concernant David Fincher, c'est The Social Network qui est nommé cette année-là, et je vous jure que c'est une année mais tellement folle. Alors, en termes de meilleur film, on a déjà True Grit des frères Coen, pas le plus réputé mais franchement très efficace. Ensuite, on a Fighter de David O. Russell, film de boxe qui a quand même bien marqué les années 2010. Mais on a aussi Toy Story 3, et oui, un film d'animation nommé dans l'Oscar du meilleur film tout court. En même temps, c'est un chef-d'œuvre, donc bon. Le retour de Danny Boyle, cette fois-ci avec 127 heures, un film bien plus radical que Slumdog Millionnaire, mais que j'adore. On a aussi un certain Inception de Christopher Nolan. Quoi qu'on en pense, c'est sûrement l'un des films les plus influents de sa décennie. Et enfin, Black Swan de Darren Aronofsky, qui est l'un de mes films préférés. Énormément de variété et un festival de qualité en tout genre. Bon, tu m'as dit que The Social Network allait pas gagner, mais en vrai, avec une sélection pareille, t'inquiète, quoi qu'il arrive, je serai heureux. Ouais, sûrement. Quoi? Tu te rappelles du film Le Discours d'un roi? Mais non! Mais non! Avec toutes les folles propositions qu'il y a eu pendant l'année 2010, l'Académie a décidé de remettre l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur au film le plus insipide de toute la sélection, c'est-à-dire Le Discours d'un roi de Tom Hooper. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que les Oscars ne récompensaient pas les films que j'aime. Tous ces films aux propositions singulières qui cherchent à nous partager un point de vue, des visuels originaux, des personnages marquants, un imaginaire sans limite, eh bien, ces films passeront toujours après la sagesse d'un certain classicisme. Et ça me désole complètement. Je ne peux pas dire que Le Discours d'un roi soit un mauvais film, mais qui s'en souvient? Il était déjà oubliable à l'époque. C'était une année où on pouvait récompenser un autre cinéma sans difficulté, mais ils ne l'ont pas fait. Je suis resté dans ce désespoir durant quasiment 10 ans, jusqu'à la petite lueur d'espoir qu'a été Parasite en 2020, et ensuite le sacre de Everything Everywhere All at Once. Aujourd'hui, j'espère encore que le cinéma que j'aime puisse atteindre ces sphères, mais on va pas se mentir, c'est compliqué. En parlant de ça, il y a un de mes réalisateurs préférés qui n'a jamais eu la chance de recevoir un Oscar, et pourtant il a tant fait pour le cinéma de genre et même pour le cinéma tout court, c'est John Carpenter. C'est même pire que ça, dans les catégories reines, il n'a même jamais été nommé. Si vous voulez mon avis, la moitié de sa filmographie méritait des nominations.
Mais bon, je vais rester objectif et prendre des exemples où tout le monde pourrait quand même se poser la question. À commencer par un film qui a redéfini les codes d'un genre tout entier, Halloween. Film d'horreur emblématique qui a donné ses lettres de noblesse au sous-genre du slasher avec le personnage iconique qui est Michael Myers et aussi une musique qui continue de hanter nos têtes une fois qu'on a vu le film. Eh bien, ce film n'a eu absolument aucune nomination aux Oscars. Mais voyons quel film trustait les grosses catégories. On est en 1979 et c'est une période marquée par les conséquences de la guerre du Vietnam. On a notamment le film Le Retour de Al Ashby sur une histoire d'amour adultère hantée par le spectre du Vietnam, mais aussi le gagnant des catégories meilleur film et meilleur réalisateur, le fameux Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. On peut aussi signaler la nomination de Midnight Express d'Alan Parker, qui ne parle pas du Vietnam, mais qui reste un film très politique ayant marqué sa décennie. Vu le contexte, il était bien difficile pour John Carpenter et Halloween de se faire une place dans cette cérémonie. Même si, bon les gars, la musique c'était pas impossible, hein. Je comprends que Midnight Express de Giorgio Moroder la gagne, mais au moins une petite nomination quoi. Il n'aura pas plus de chance avec son autre classique du cinéma d'horreur, et cette fois-ci je serai un peu moins compréhensif, The Thing. US number 31, calling McMurdo. Pour ce film, on se retrouve aux Oscars de 1983 et comme pour l'année 2011, je trouve le résultat un peu lunaire. Alors, je viens de parler de l'impact politique sur les Oscars et on va pas se mentir, c'est important qu'il y en ait un. Les discours des acteurs, actrices et réalisateurs, réalisatrices lors de ces cérémonies peuvent avoir une importance capitale selon le contexte. D'ailleurs, j'espère que dans les Oscars de cette année, on aura des gens de l'industrie qui oseront parler de Trump et de ICE parce que on est sur un cadre d'utilité publique là. Bref, revenons en 1983 et cette année-là, c'est le film Gandhi de Richard Attenborough, j'ai du mal à le dire, qui emporte les deux gros prix. Jusque-là, pas vraiment d'inconvénients, c'est un film dont je comprends l'importance et qui transmet tout le discours de non-violence de Gandhi. Après, est-ce que c'est vraiment un film marquant ? J'ai plus de doutes. Mais maintenant, regardons les films qui étaient face à lui. Le verdict de Sidney Lumet, pas son plus marquant c'est sûr, mais un Sidney Lumet tout de même. On a aussi Missing de Costa Gavras, film sur le coup d'État de 1973 au Chili, donc il a aussi son importance politique. Mais il y a également Tootsie de Sidney Pollack, qui est encore aujourd'hui dans les mémoires de tout le monde. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Là, on est clairement face à un cas de snobisme à mes yeux. Car déjà à l'époque, tout le monde est d'accord, hein, c'est un film extraordinaire. Succès au box-office colossal, le public adore, la critique est dithyrambique. Mais non, on a préféré offrir le prix à Gandhi, qui certes avait une importance certaine, mais quand il y a des évidences comme E.T., je trouve ça dommage de passer à côté. Et là, on voit bien le gros problème de cette cérémonie la plupart du temps. Le cinéma de genre n'y a pas sa place. Mis à part quand ils ne peuvent pas passer à côté d'un phénomène populaire comme avec Parasite, Everything Everywhere All at Once ou encore Sinners cette année. Mais bon, ça reste une habitude très récente. Vous savez combien de films d'horreur ont gagné l'Oscar du meilleur film ? Un seul, Le Silence des Agneaux en 1992. Et même la classification en horreur, elle est discutable. Et même si on élargit un peu avec le genre du fantastique ou de la science-fiction par exemple, il n'y en avait jamais eu avant Le Silence des Agneaux, et depuis, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Il y a eu Le Retour du Roi, que je vois clairement comme un miracle, La Forme de l'eau qui reste quand même une romance bien sage, et Everything Everywhere, car le phénomène était bien trop grand pour être ignoré je pense. Heureusement, dans la première moitié de l'existence du cinéma, il y a quand même la comédie musicale qui en a gagné plusieurs. Mais elle a été totalement délaissée à partir de la victoire de Oliver dont on a parlé tout à l'heure en 1968. Il faudra attendre Chicago en 2002 pour que le genre en rechoppe un. Ce qui me rappelle que La La Land n'a pas gagné et cette boulette me détruit encore chaque jour. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke.
This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. D'ailleurs, même combat pour les pures comédies qui, elles aussi, ont été récompensées que trop rarement, comme je vous le disais avec le cas de Black Edwards. Tout ça pour dire qu'évidemment, un réalisateur comme John Carpenter n'a jamais trouvé sa place dans cette compétition. D'ailleurs, je pense qu'il s'en fout en réalité, mais moi j'avoue que ça m'attriste un peu de voir des films qui arrivent à être de grands divertissements et en plus à aborder des thématiques fortes, se faire snober face à des films qui, en réalité, sont pas mauvais, mais en fait qui se ressemblent tous. C'est ce qu'on appelle des films à Oscar, des films qui ont une formule bien définie et qui sont rodés pour gagner des récompenses. Pour finir, j'aimerais qu'on fasse un petit tour du côté des Césars, car chez nous aussi, on a notre lot de réalisateurs qui n'ont jamais reçu de récompense. Vu qu'on vient de parler des comédies musicales, il y en a une qui m'a particulièrement marqué et qui a été tournée par un réalisateur qui n'a jamais reçu de prix pour son travail, François Ozon et son 8 femmes. Alors ce film, en plus d'être une comédie musicale, c'est aussi un whodunit, c'est-à-dire un film où il y a un meurtre et il faut savoir qui l'a fait. En gros, c'est comme le Cluedo ou aussi Détective Conan pour les meilleurs d'entre nous. Ce qui lui a permis de se faire une place dans la compétition, hormis sa qualité indéniable, c'est son casting 5 étoiles. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Emmanuel Béard et j'en passe. Mais ce n'était pas suffisant pour l'emporter apparemment. 12 nominations et il ne gagnera que pour le meilleur second rôle féminin pour Fanny Ardant. Et cette année-là, le film qui a gagné le César du meilleur film et du meilleur réalisateur, c'est Le pianiste d'un certain Roman Polanski. Ouais, je sais. Bon, Le pianiste, c'est pas mal, hein, même si ça m'arrache la gueule de le dire. Mais en tant que film, je trouve 8 femmes bien plus intéressant et passionnant. D'ailleurs, sur le fait qu'on snobe bien les comédies dans ce genre de cérémonie, eh bien en 2002, c'était aussi l'année de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et vous vous en doutez, il n'a pas eu de nomination dans les catégories reines. Avant de finir, il y a un dernier problème que l'on n'a pas du tout abordé encore dans cette vidéo, c'est l'absence abyssale de récompenses pour des réalisatrices dans ces cérémonies. Et pour en parler, je vais utiliser une cinéaste scénariste que j'admire beaucoup, Céline Sciamma. Oh oui, je sais que certaines personnes me voient arriver de très loin. On est donc en 2020, Céline Sciamma est nommée pour son film Portrait de la jeune fille en feu, qui est un petit chef-d'œuvre pour moi, et je vous conseille notamment d'aller le voir si vous ne le connaissez pas. Parlons déjà du positif. Elle est reconnue en tant que scénariste en gagnant le César du meilleur scénario original pour son film. À ce moment-là, je suis aux anges et c'est totalement mérité. Mais vient alors le César de la meilleure réalisation et vous connaissez sûrement l'histoire, il a été remis à Roman Polanski encore pour son film J'accuse. Et disons-le, c'est absolument scandaleux. Remettre un prix à ce type en 2020, celui du meilleur réalisateur en plus, c'est pas on a récompensé son équipe ou quoi que ce soit, non, on l'a récompensé lui, c'est vraiment à vomir. Et même si on voulait en rester au cinéma, je pouvais comprendre pour Le pianiste, mais là pour J'accuse, le Céline Sciamma le détruit de très loin, et même des films comme Grâce à Dieu de François Ozon justement méritaient bien plus que lui. Mais non, ils l'ont donné à cette personne ignoble. Et c'est révoltant. Ce que je voulais dire avec cette vidéo, c'est que ce sont des prix qui sont remis par des académies qui sont souvent à côté de la plaque et qui ne parviennent que trop rarement à refléter le vrai visage d'une année de cinéma. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que eux ils en retiennent, mais c'est souvent le même constat, on ne regarde pas le même cinéma. Aujourd'hui, de temps en temps, le cinéma d'à côté parvient à se faire une place grâce à un succès populaire. Cette année, on a par exemple K-Pop Demon Hunter qui est nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation, et en vrai, il y a même moyen qu'il le gagne. Donc j'aimerais juste vous dire de soutenir le cinéma que vous aimez, et ce peu importe ce qu'en pensent les grosses institutions, car demain, peut-être que le cinéma queer, le cinéma d'horreur, le cinéma féministe et tant d'autres auront enfin leur place, seront enfin reconnus
et récompensé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dès demain, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, on commence les Gaspard, notre propre cérémonie de récompense avec nos catégories. Ça sortira tous les jours en format court sur YouTube, mais aussi sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et on se retrouvera également en live pour suivre la cérémonie des Oscars ensemble. N'hésitez pas également à aller voir le petit culte de Max sur les spin-offs de Doctor Who et vous verrez, il avait beaucoup de choses à dire. Évidemment, pour nous soutenir, un like, un commentaire et le bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas que tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!